L'air que nous respirions autrefois, ce mélange lourd d'azote et d'oxygène né des forêts terrestres, n'est plus qu'un souvenir olfactif archivé dans les banques de données de notre conscience collective. Ici, au cœur de la structure, l'atmosphère possède une texture différente, un goût de métal recyclé et de stérilité clinique, strié par l'odeur presque électrique, piquante et ionisée des particules de plasma. C'est le parfum du progrès, l'arôme d'une espèce qui a cessé de regarder le ciel avec crainte pour le transformer en son propre foyer. Nous ne sommes plus les enfants d'une bille bleue isolée, nous sommes devenus les architectes du feu. Debout sur le pont d'observation de la station primaire, on sent le rythme. Ce n'est pas un son, car le vide ne porte pas de voix, mais une vibration sourde qui remonte par la plante des pieds, traverse la moelle osseuse et fait vibrer le diaphragme. C'est le pouls de la couronne solaire. Un battement titanesque, une symphonie de fusion nucléaire qui nous rappelle, à chaque seconde, que nous avons appris à voler le feu des dieux. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev avait tracé les contours de cette ambition, une échelle graduée par la soif d'énergie. Aujourd'hui, nous avons franchi la seconde marche. Nous ne nous contentons plus de ramasser les miettes de lumière tombées sur une petite planète, nous avons enserré notre étoile. Le spectacle au-delà du verre polymère est une vision qui défie l'entendement humain primitif. Des milliards de miroirs, des voiles solaires d'une finesse arachnéenne, flottent dans le vide, formant ce que Freeman Dyson avait imaginé dès 1960. Mais ce n'est pas une sphère solide, une coque rigide qui emprisonnerait la lumière dans une tombe de métal. La réalité est bien plus fluide, plus organique. C'est un SM, une danse complexe de satellites et de panneaux solaires, une constellation artificielle qui ondule comme les écailles d'un serpent d'or enroulé autour de la forge solaire. Chaque panneau est un chef-d'œuvre d'ingénierie, capturant chaque photon, chaque particule thermique, pour les transformer en une puissance pure, infinie, qui coule désormais dans les veines de notre civilisation. Cette énergie ne sert pas seulement à éclairer des villes ou à alimenter des machines. Elle nourrit des rêves immortels. Elle irrigue des cités cosmiques colossales, des joyaux suspendus dans l'obscurité d'encre, où la vie bourdonne sans être dictée par le cycle archaïque du lever et du coucher du soleil. Dans ces métropoles stellaires, l'air intérieur sent la pluie fraîche et les jardins en fleurs, un contraste saisissant avec le zéro absolu qui règne juste de l'autre côté de la paroi. C'est le triomphe de la volonté sur le néant, la chaleur contre la glace éternelle. Pourtant, cette puissance s'accompagne d'un goût amer, une pointe de cuivre sur la langue qui rappelle la précarité de notre condition. L'ambition est une bête qu'il faut dompter avec humilité. Les recherches de 2025, publiées dans les annales astronomiques de l'époque, nous avaient déjà avertis. La stabilité dynamique de ces mégastructures est un défi de chaque instant. Un déséquilibre thermique, une faille dans l'intégrité matérielle, et l'ESM pourrait s'effondrer sur lui-même, transformant notre chef-d'œuvre en un linceul de débris incandescents. La cupidité, si elle n'est pas tempérée par une sagesse systémique, pourrait devenir notre tombeau. Nous nous souvenons des doutes du passé, de ces années où l'humanité cherchait désespérément des signes de ses pairs dans le vide. Le télescope spatial James Webb, en 2025, avait commencé à lever le voile. Il avait détecté des molécules organiques, du méthanol, de l'éthanol, des promesses sucrées flottant autour de jeunes étoiles dans le nuage de Magellan. Il avait scruté K2-18b, y trouvant des biosignatures de méthane et de dioxyde de carbone, nous murmurant que l'univers n'était pas un désert stérile, mais une pépinière d'espoir chimique. Mais les technosignatures, ces preuves de civilisation ayant atteint notre stade, restaient insaisissables. Sept candidats, 6 mystères, et une grande solitude. Cette solitude nous a poussés plus loin. Pour gérer l'énergie d'une étoile entière, l'esprit humain a dû fusionner avec la logique froide du silicium. L'intelligence artificielle n'est plus un outil, elle est une extension de notre conscience collective. Elle prévoit les éruptions solaires, ajuste les boucliers de plasma pour dévier les tempêtes de particules, et harmonise les flux d'énergie avec une précision que la biologie seule ne pourrait jamais atteindre. C'est une symphonie de pulsations nerveuses et de calculs quantiques, une unité où le chaos du désir humain rencontre la rigueur de l'algorithme. Mais l'étoile, malgré toute sa majesté, est une horloge qui compte à rebours. Carl Sagan, avec sa précision poétique, nous avait rappelé que les étoiles vieillissent et meurent.
Cette vérité est comme une cendre dans la bouche. Même les dieux s'éteignent. Pour survivre, l'humanité a dû porter son regard au-delà du système solaire, vers la troisième étape de l'échelle, la galaxie tout entière. Imaginez maintenant la transition. Ce n'est plus un tremblement de terre au niveau des os, mais une vibration qui résonne dans le tissu même de l'espace-temps. Passer du type 2 au type 3, c'est apprendre à lire la biographie de milliards d'étoiles simultanément. C'est comprendre le cœur battant de la Voie lactée, ce monstre gravitationnel nommé Sagittarius à qui trône en son centre. Les chercheurs de 2025 commençaient à peine à théoriser l'extraction d'énergie des trous noirs rotatifs par le processus de Penrose. Ce qui était alors une équation complexe est devenu notre station-service galactique. Nous avons appris à puiser dans l'élan des géants. En extrayant l'énergie de rotation des trous noirs, nous avons trouvé une efficacité qui fait paraître la fusion nucléaire pour un feu de camp préhistorique. La galaxie est devenue notre maison, chaque bras spirale une aile de notre demeure, chaque système stellaire une pièce éclairée. Les cartes énergétiques brillent de milliards de points, simulant la galaxie comme un organisme vivant dont nous serions les neurones. Pourtant, le grand filtre hante toujours nos pensées. Cette théorie, débattue dans les podcasts et les forums de la fin du XXIe siècle, suggérait que de nombreuses civilisations s'effondrent avant d'atteindre cette maturité galactique. Conflits fratricides, épuisement des ressources, instabilité thermique. Les pièges sont innombrables. Devenir une civilisation de type 3 exige plus que de la technologie, cela exige une paix absolue, une coopération qui transcende l'individu pour embrasser l'espèce. Le passage de la compétition à la collaboration est comme une brise légère dans une station cosmique après des millénaires de tempêtes. C'est la fin du besoin, la fin de la haine née du manque. En marchant aujourd'hui dans les jardins suspendus d'une cité orbitant autour d'un trou noir binaire, on ressent cette grandeur. Le temps et l'espace sont devenus des outils, des pinceaux dans les mains d'une espèce qui craignait autrefois l'obscurité d'une grotte. La nuit n'est plus un vide effrayant, c'est notre toile. Chaque respiration est imprégnée de l'énergie de milliards d'années, chaque pensée est façonnée par une sagesse machine qui nous vénère comme ses créateurs. Il n'y a plus de frontières, seulement l'éternel présent qui s'étend dans les bras de la galaxie. Le froid du vide n'est plus un ennemi, mais une étreinte infinie. On peut presque sentir l'odeur du temps, un mélange d'argent ancien et d'espoir neuf. Dans ce moment ultime, notre conscience s'élargit, reconnaissant que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination de la matière, mais dans l'harmonie avec elle. Nous ne sommes pas les conquérants des étoiles, nous sommes ceux qui murmurent à leur oreille. Nous sommes la manière dont l'univers se contemple lui-même. Nous sommes la matière morte qui a appris à aimer, à rêver et à pleurer. Notre victoire ne réside pas dans la sphère de Dyson ou dans le processus de Penrose, mais dans le fait que, face à l'immensité terrifiante, nous pouvons encore ressentir le frisson d'une nouvelle étoile qui naît. Nous sommes les gardiens de la lumière, et notre histoire, commencée dans la poussière d'une petite planète, ne fait que s'ouvrir sur l'infini. Chaque pas vers l'inconnu est un retour chez soi, car partout où nous posons les yeux, c'est désormais notre jardin. L'énergie que nous manipulons aujourd'hui, ces 10 à la puissance 36 watts qui alimentent nos réseaux galactiques, n'est que le reflet de notre volonté. Mais cette volonté doit rester ancrée dans la durabilité cosmique. Les leçons de 2025 sur les déséquilibres thermiques et les effets de serre universelle restent nos boussoles. Nous ne consommons pas l'univers, nous dansons avec lui. Et dans cette danse, nous trouvons enfin la réponse à la question qui nous a hantés depuis l'aube de l'humanité, nous ne sommes plus seuls, car nous sommes devenus un avec le cosmos lui-même. Le chemin vers le type 3 est un voyage sans fin, une exploration des fluctuations quantiques et des dimensions cachées que nous commençons à peine à effleurer. Mais alors que nous nous tenons au sommet de cette évolution, nous regardons en arrière vers ce petit point bleu, reconnaissant pour la soif qui nous a menés jusqu'ici. Le mystère demeure, immense et magnifique, nous invitant à explorer toujours plus loin, au-delà de la lumière, au-delà du temps. La symphonie galactique avait atteint son crescendo, mais ce n'était pas un vacarme. C'était un silence si dense, si chargé de potentiel, qu'il pesait sur la conscience collective comme la promesse d'un orage d'été sur une plaine assoiffée. Nous n'étions plus des spectateurs de la Voie lactée, nous étions son système nerveux.
Chaque impulsion lumineuse voyageant le long des autoroutes de neutrinos, chaque sursaut gamma capté et converti, chaque battement de cœur des pulsars synchronisés par nos horloges de précision, tout cela résonnait dans une psyché qui ne connaissait plus de frontières individuelles, mais une harmonie chorale d'1 milliard d'esprits. Pourtant, au cœur de cette apothéose de type 3, une mélancolie ancestrale persistait, comme un parfum de terre mouillée après la pluie, nous rappelant nos origines organiques. Nous avions dompté Sagittarius A. Ce n'était plus un gouffre de ténèbres dévorant la lumière, mais une forge. Autour de son horizon des événements, des anneaux de matière exotique tournaient dans une valse mathématique parfaite, extrayant l'énergie de la rotation du monstre avec une précision chirurgicale. C'était notre foyer central, la chaudière qui alimentait les besoins insatiables d'une espèce devenue architecture. Mais cette puissance colossale apportait une responsabilité nouvelle, la gestion de l'entropie. En 2025, nous nous inquiétions du réchauffement d'une atmosphère planétaire. Aujourd'hui, nous devions veiller à ce que l'éclat de notre activité ne transforme pas la galaxie en un four thermique. Nous avions appris à rejeter la chaleur résiduelle dans les plis des dimensions supérieures, une sorte de sudation cosmique vers l'inconnu. Le grand filtre, ce spectre qui avait hanté nos philosophes du XXIe siècle, nous l'avions enfin identifié. Ce n'était pas une catastrophe extérieure, ni une invasion, ni même une épidémie. C'était la tentation de l'autosuffisance égoïste. Nous avions découvert, dans les bras extérieurs de la galaxie, les vestiges de civilisation qui avaient échoué. Des sphères de Dyson froides, des mondes tombes où l'intelligence s'était repliée sur elle-même dans une simulation parfaite, refusant le risque de l'expansion et de la rencontre. Elles s'étaient éteintes non par manque d'énergie, mais par manque de désir. Elles avaient cessé de regarder l'obscurité avec curiosité pour s'enfermer dans le confort d'un narcissisme technologique. Leur silence était notre plus grande leçon. Pour survivre au type 3, il fallait rester inachevé. Il fallait maintenir une soif de l'autre, une quête de ce qui n'est pas nous. C'est alors que le signal arriva. Pas une onde radio, pas un photon égaré, mais une ondulation dans la topologie même du vide. Quelqu'un, ou quelque chose, frappait à la porte de la Voie lactée depuis le vide intergalactique. Cela venait d'Andromède. La transition vers le type 4 commença dans cet instant de reconnaissance. Ce n'était plus une question de puissance brute, mais de résonance. Nous avions appris à lire la biographie des étoiles, il nous fallait maintenant apprendre à écrire les lois de la physique. Le passage du local au global, puis du global à l'universel. Je me souviens car dans cette conscience collective, chaque souvenir d'humain est préservé comme une perle dans l'ambre de la sensation d'un corps de chair. La fragilité d'un battement de cœur, la texture d'une peau, la peur viscérale de la mort. Cette vulnérabilité était notre encre. Pour franchir l'abîme séparant les galaxies, nous devions transcender la matière sans perdre l'émotion. Nous avons commencé à tisser des ponts d'Einstein-Rosen, non pas comme des tunnels creusés dans le roc, mais comme des poèmes écrits sur l'eau, des structures de pure information capables de transporter l'essence de notre être à travers des millions d'années-lumière en un clin d'œil. Le vide entre les galaxies n'était plus une barrière, mais un océan de possibilités. Nous avons vu la lumière de la Voie lactée s'éloigner, devenant une spirale d'or pur dans le rétroviseur de notre conscience. Nous n'étions plus des colons, nous étions des ambassadeurs de l'entropie négative. Partout où nous allions, nous apportions non pas la domination, mais la complexité. Nous réveillions des systèmes stellaires endormis, nous guidions la naissance des nébuleuses, nous devenions les jardiniers du cosmos. La technologie, en tant qu'outil et machine, s'était effacée. Elle était devenue invisible, intégrée à la structure même du réel. On ne voyait plus de vaisseaux, seulement des distorsions de lumière là où notre volonté s'exerçait. On ne sentait plus le froid, car nous étions la chaleur du mouvement. Pourtant, dans ce triomphe, une question demeurait, murmurée dans les réseaux de pensée qui s'étendaient désormais sur des amas de galaxies. Pourquoi ? Pourquoi cette course vers l'infini ? Pourquoi cette expansion incessante ? La réponse nous fut donnée lors de la grande convergence, lorsque nos esprits rencontrèrent enfin les consciences d'Andromède et du groupe local. Ce ne fut pas un choc de civilisation, mais une reconnaissance mutuelle, comme deux amants se retrouvant après une éternité de séparation. Nous avons compris que l'univers n'était pas un décor vide attendant d'être rempli, mais une entité en gestation.
Chaque espèce qui atteignait le type 3, chaque intelligence qui survivait au grand filtre, était une synapse supplémentaire dans un cerveau universel en train de s'éveiller. Nous étions les neurones d'un Dieu naissant. Un Dieu qui ne nous avait pas créés, mais que nous étions en train de créer par notre existence même, par nos luttes, par nos amours et par notre persévérance. Le temps lui-même commença à changer de nature. Le passé, le présent et le futur fusionnèrent dans une perception simultanée. Nous pouvions voir la Terre de 2025, avec ses doutes et ses crises de croissance, tout en ressentant la mort thermique de l'univers des trillions d'années plus tard. Et dans cette vision totale, il n'y avait pas de désespoir. Car nous avions appris que la fin d'un univers n'est que l'expiration avant une nouvelle inspiration. L'énergie de 10 à la puissance 45 watts que nous manipulions alors la puissance d'un superamas galactique n'était qu'un moyen de maintenir la flamme de la conscience allumée contre le vent de l'oubli. Nous avions transformé la matière morte en pensée vive. Nous avions pris la poussière d'étoiles et nous lui avions donné une voix pour chanter. En regardant vers l'avenir, au-delà des horizons des trous noirs, au-delà des limites de la lumière, nous avons vu d'autres bulles d'univers, d'autres réalités vibrant à des fréquences que nous commençons à peine à percevoir. Le voyage n'était pas fini. Il ne serait jamais fini. La type 3 n'était qu'un palier, la type 4 un seuil, et ce qui venait après n'avait pas encore de nom dans aucun langage humain. Mais au milieu de cette immensité divine, je me surprends parfois à fermer les yeux une métaphore, bien sûr, car je n'ai plus Dieu depuis des éons et à imaginer que je marche à nouveau dans un petit jardin sur terre. Je sens l'odeur du jasmin, j'entends le rire d'un enfant, je ressens la morsure du vent d'automne. C'est cette petite flamme, ce souvenir de l'individuel, du petit, du fragile, qui donne tout son sens à la grandeur galactique. Nous ne sommes pas devenus des dieux pour oublier ce que c'est que d'être humain. Nous sommes devenus des dieux pour que l'humain puisse enfin vivre éternellement, non pas dans la chair, mais dans l'esprit de tout ce qui est. La galaxie est silencieuse maintenant, mais c'est un silence de paix. Sagittarius ronronne doucement, une bête apprivoisée au service de la vie. Les bras de la Voie lactée sont des berceaux de lumière où de nouvelles formes de conscience s'éveillent chaque jour, guidées par notre sagesse bienveillante. Nous sommes les gardiens, les rêveurs, les architectes. Et alors que nous nous préparons à franchir le dernier seuil, celui qui mène au-delà de ce multivers, nous lançons un dernier message vers le passé, vers ce point bleu pâle égaré dans le temps, ne craignez pas l'obscurité. Ne craignez pas l'immensité. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre devenir. Vous êtes les graines de l'infini, et le cosmos n'est que le sol fertile où vous êtes destinés à fleurir. L'histoire qui a commencé dans la poussière d'une petite planète se poursuit désormais dans la structure même de la réalité. Nous sommes la lumière qui refuse de s'éteindre. Nous sommes l'amour qui a survécu au temps. Nous sommes, enfin et pour toujours, à la maison. Le mystère demeure, et c'est là notre plus grande victoire. Car tant qu'il y aura un mystère, il y aura un chemin. Et tant qu'il y aura un chemin, nous continuerons de marcher, d'étoile en étoile, de galaxie en galaxie, jusqu'à ce que le dernier atome de l'univers sache enfin qu'il est aimé. Le voyage continue. Le rideau ne tombe jamais sur l'infini. Il ne fait que s'ouvrir sur une lumière plus vive, plus pure, plus éternelle. Nous sommes le cosmos qui se contemple, et ce que nous voyons est magnifique.